Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Alors, mes invités sont au nombre de 2 dans le studio de Radio J. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Myriam Levin et Philippe Boucara. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous parce que on va célébrer les 80 ans du CDJC. Alors, le CDJC, c'était... Qui veut nous le dire, Philippe? Le Centre de documentation juive contemporaine. Voilà. Alors, Philippe Boucara, vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi historien pour le mémorial de la Shoah, entre autres. Et puis, Myriam Levin, vous êtes cinéaste et c'est vous qui avez fait le podcast, entre autres, sur le récit inédit du sauvetage des archives de la Shoah. Alors, on va commencer par Myriam. Myriam, c'est une demande qui vous a été faite par le mémorial. Pourquoi s'est-on adressé à vous et dans quel domaine travaillez-vous habituellement ? Alors, en effet, c'est une demande qui est venue du mémorial de la Shoah qui s'apprêtait donc à célébrer les 80 ans du CDJC. Et alors, pourquoi ils se sont adressés à nous ? Parce que nous sommes 2 à avoir réalisé ce podcast. Je travaille avec Elisa Azogui-Burlac. Nous avons monté il y a 6 mois notre société de production de podcasts, en gros, et de rédaction de biographie familiale. Notre société s'appelle Milim. Et en fait, Milim, c'est le mot en hébreu. Voilà, exactement. Et en fait, moi, je suis journaliste de formation. Oui. De métier même. J'ai travaillé 15 ans comme journaliste avant de faire ça. Et donc, forcément, j'étais en presse écrite. Donc, moi, mon métier, c'est de raconter des histoires, d'interviewer des gens. Et quand j'ai rencontré Elisa, on a décidé d'unir nos forces pour monter cette société. Elle venait de la production de podcasts, justement. Donc, de la radio, plutôt. Et on a décidé de raconter des histoires. Donc, à la base, nous, on fait des biographies familiales. On va dans les familles. On raconte les histoires des familles. Alors, toutes les familles juives et pas. Et juives et pas, voilà. Il se trouve que nous, on est juives. Donc, voilà, on a une sensibilité sur ce sujet. Mais on interviewe des familles qui ne sont pas juives. Et en fait, c'est ma rencontre avec Flavie Bitan, qui est responsable de la communication du mémorial de la Shoah, qui a été décisive parce qu'elle s'est rendue compte que justement, il y avait quelque chose à raconter, il y avait un récit à construire autour de ces 80 ans du CDJC et qu'elle avait envie, au mémorial, ils avaient envie, voilà, d'utiliser ces nouveaux médias que sont le podcast, de toucher aussi un public peut-être plus jeune, enfin plus large. Et du coup, on s'est dit, allez, on y va, on va s'en charger. Nous, on va raconter cette histoire avec Elisa. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, j'ai écouté des extraits du podcast parce qu'il n'était pas encore tout à fait monté. Voilà, je raconte tout quand vous me l'avez envoyé, mais c'est tout à fait passionnant, bien entendu. Vous aviez entendu parler du CDJC avant de le faire ? Alors, je dois reconnaître que j'ai été plein de fois au mémorial de la Shoah, mais je ne savais pas que ça s'appelait avant le CDJC. D'ailleurs, il y a toujours un département qui s'appelle le CDJC. Oui. Et c'est pour ça que c'était intéressant et que je trouve vraiment que le métier de journaliste complète toujours celui des historiens. C'est que nous, du coup, on s'est vraiment mis dans la peau des auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément cette histoire. Bien sûr. Et on a essayé, voilà, de raconter cette histoire le plus simplement possible, en restant grand public, en racontant, voilà, les origines qui sont incroyables. Enfin, c'est né pendant la guerre, on en reparlera sûrement. Oui. En pleine Deuxième Guerre mondiale, et de voir comment quelques personnes ont réussi à bâtir ça. Voilà. Donc, nous, on a appris évidemment plein de choses et on a essayé dans ce podcast de rester très grand public tout en donnant la parole à des experts qui connaissent extrêmement bien leur sujet, et qui nous, ça nous a passionnés, j'avoue. Oui. Philippe Boucara, vous êtes d'accord avec ce que Myriam Levin vient de dire, justement sur le rapport entre historiens, podcasts, etc. C'est là que la recherche que nous faisons comme historiens, elle n'a de valeur que si elle est transmise. Bien sûr. Donc, il faut toujours essayer de trouver les canaux de communication avec le grand public. Il y a un grand public qui s'intéresse à l'histoire. Il faut que les historiens répondent à cette demande, tout en restant le plus rigoureux possible, parce qu'il y a un côté scientifique dans la démarche des historiens. Bien et sûr. justement, le CDJC, on ne l'a pas encore dit aux auditeurs, c'est une organisation donc qui naît clandestinement le 28 ou le 29 avril. Il y a un petit doute là-dessus, 1943, pour faire des archives des événements qui sont en cours.
Et c'est une démarche assez extraordinaire. L'intuition que quand la guerre se terminera, si les nazis perdent la guerre, parce que s'ils avaient gagné la guerre, tout aurait été différent. S'ils perdent la guerre, il faut que les événements qui sont survenus, la persécution des Juifs, soient racontés par les Juifs eux-mêmes. Et les gens qui font ces archives se disent peut-être que nous, on sera plus là, mais il faut que notre récit soit transmis aux générations futures. Donc, ils commencent à accumuler les archives. Et dès la fin de la guerre... Alors, il y a un monsieur qui est à l'origine de tout ça. C'est raconté un petit peu donc, dans le podcast, dans les limites du podcast. On découvre la personnalité d'Isaac Schneerson. Voilà. Schneerson, c'est un nom qui dit beaucoup pour ceux qui vivent en milieu juif, puisque c'est le cousin germain du rabbi de Lubavitch, du futur rabbi de Lubavitch de New York. Et Isaac Schneerson est une personnalité très forte, qui n'était plus du tout engagé comme rabbin, comme il l'avait été dans sa jeunesse. Tout simplement, il était devenu industriel en Dordogne. Il fabriquait des produits métalliques. Et pendant la guerre, il est revenu à l'activité communautaire juive avec cette intuition. Il faut qu'on organise des archives clandestines pour raconter l'histoire à la fin de la guerre. Ça m'a rappelé cette histoire un peu, l'histoire de l'archiviste du ghetto de Varsovie. Exactement. C'est la même intuition qu'a eu à Varsovie et l'historien Emmanuel Ringelblum avec plusieurs dizaines de collaborateurs. Dans le contexte français, Schneerson a la même intuition et il va rassembler des gens de toutes les tendances. Dieu sait si chez les Juifs, il y a beaucoup de tendances différentes. Mais il a fait travailler ensemble des gens de tous les milieux juifs pour collecter des choses. Et ce qui est fascinant, c'est que dès la fin de la guerre, ces matériaux sont utilisés au procès de Nuremberg. Il faut expliquer que la délégation française au procès de Nuremberg n'était pas prête du tout, contrairement aux Américains, aux Britanniques et aux Soviétiques. Elle n'avait pas travaillé sérieusement l'acte d'accusation contre les nazis. Et l'équipe du CDJC est venue avec toute une documentation suppléée aux lacunes de la délégation française, et ça a servi donc dans ce procès, à tel point que les Américains qui coordonnaient le procès de Nuremberg ont fait cadeau au CDJC d'une énorme collection de documents qui avaient servi à la préparation du procès de Nuremberg. Et on voit encore ça aujourd'hui quand on va dans la salle de lecture du mémorial. Eh bien, on voit si on monte un tout petit peu en étage, on voit toute cette belle collection qui, en fait, ce qui est assez ironique, c'est que si ces archives-là n'avaient pas été confiées au mémorial de la Shoah, elles auraient dormi pendant des dizaines d'années dans les archives publiques, et il y aurait eu énormément d'obstacles pour les utiliser, alors que là, dès la fin de la guerre, on les a utilisées pour l'acte d'accusation contre les criminels nazis. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut dire que le CDJC, c'est l'ancêtre du mémorial de la Shoah, Myriam Levin? Alors, moi, je prends cette liberté-là, c'est mon côté journaliste. Je ne sais pas ce qu'en dira Philippe Boucara. Il va nous le dire juste après vous. Mais oui, enfin, en tout cas, nous, on s'est mis vraiment dans la perspective de la génération d'aujourd'hui qui fréquente le mémorial de la Shoah. Voilà, nous, on fait partie de la génération qui a beaucoup été, et il y a des gens plus jeunes que nous qui découvrent le mémorial de la Shoah avec leur classe, notamment, il y a beaucoup de lycéens, et on s'est vraiment mis dans cette optique-là. C'était comment avant? Et d'ailleurs, nous, encore une fois, c'est notre postulat, c'est notre métier avec Elisa de raconter des histoires, de mettre en récit des choses, et c'était très intéressant de remonter le temps, en fait, de voir, mais c'est le cas sur beaucoup de choses. On croit toujours que les choses ont toujours été comme elles le sont, et en fait, pas du tout. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'entre ces murs, s'était passé énormément de choses. Bien sûr. Philippe. Schneerson avait eu une deuxième intuition, c'est que ces archives du CDJC, il leur fallait un lieu, puisqu'il y a, au départ, le seul lieu qu'ils avaient trouvé, c'était le bureau de sa société qui s'occupait de métallurgie. Donc, il a fallu un lieu, et ils ont construit l'actuel bâtiment du mémorial, entre 1953 et 1956. D'ailleurs, il a fallu trouver de l'argent. C'est en partie l'Allemagne fédérale qui a payé, en partie le judaïsme américain. Donc il a trouvé les moyens de construire ce lieu qui était moins grand qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le lieu qui fonctionne a été modernisé et agrandi grâce à la restitution des biens en déshérence des victimes. Ça, c'est après la mort de Schneerson, mais de son vivant. Donc il a fait vivre ce lieu avec un nom qui à l'époque était un nom qui n'est plus en usage aujourd'hui, c'était Mémorial du martyr juif inconnu. Et il a fallu donc changer de nom. Le mot Shoah n'était pas encore en usage évidemment à l'époque de Schneerson. On a rebaptisé le lieu il y a maintenant 25 ans. En 2005, on l'a réinauguré, modernisé, agrandi, avec un nom qui correspondait à la nouvelle génération, quoi. Oui, et donc c'est bien entendu important. Vous avez mis combien de temps à faire le podcast, Myriam Levin ?
On a dû mettre 2 mois à peu près entre les premières, peut-être même 3, entre les premières réunions, parce qu'il faut décider ce qu'on va dire, comment on va construire, etc. Les interviews, il fallait se caler sur les agendas des uns et des autres. On a eu la chance de rencontrer quelqu'un comme Serge Klarsfeld. Voilà, pour nous, c'était aussi quelque chose. Puis après, il y a le montage, le mixage, tout ça est assez technique, mais finalement, on est allé relativement vite et on a eu, en fait, la principale difficulté, c'est qu'on avait énormément de matière. En fait, c'est sans fin. C'est passionnant, il y a énormément de choses à dire. Donc la difficulté, c'est de vraiment essayer de garder le meilleur. Je pense qu'on n'a pas eu de mal parce qu'on a eu encore une fois des excellentes interviews et on a essayé de restituer ces dates clés dont vous venez de parler, qui sont la guerre, la fin de la guerre, mais ensuite la construction du lieu. Et ce que nous disait Jacques Fretsch, qui fait partie le directeur du mémorial, qui fait partie des gens qu'on a interviewés, c'est qu'en fait Isaac Schneerson avait pensé à beaucoup de choses dès le début. C'est que quand ils ont voulu rénover le lieu en 2005, en fait, tout avait déjà été pas mal prémédité par lui. C'est un grand visionnaire, d'après ce que j'ai compris. Oui, bien sûr. Alors, ce podcast, il va être en ligne à partir d'aujourd'hui, hein, oui. Voilà. Et c'est un podcast qu'on peut trouver. Alors, il sera évidemment sur le site du Mémorial de la Shoah, mais ensuite, il sera disponible sur toutes les applis de podcast pour les personnes qui ont l'habitude d'en écouter. C'est vraiment toutes les applis. Je sais pas si on peut les citer, Apple, Deezer, Spotify. Oui, voilà, l'idée bien c'est sûr vraiment qu'on peut les citer, bah oui. Et l'idée c'est que on l'écoute le plus facilement possible, qu'on se le transmette, qu'on le fasse écouter. Donc il dure, je crois, une vingtaine de minutes, c'est ça? Il y a 3 épisodes d'une trentaine de minutes. D'accord. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'écouter tout d'un coup. Il y en a peut-être qui seront happés, parce qu'on a essayé aussi de construire le récit de façon un peu dynamique, en posant des questions, en laissant des petits suspens, et il y en a. Mais voilà, on espère vraiment. Normalement, ça s'adresse à tout le monde, et j'espère aussi que les historiens et les spécialistes qui connaissent extrêmement bien le sujet, ils trouveront leur compte parce qu'ils savent déjà tout. Mais c'est aussi une façon, de donner la parole à des gens qu'ils ou elles connaissent. Voilà. Est-ce que vous en avez interviewé des historiens pour ce podcast? Oui, bien sûr. On a interviewé notamment. Bon, je vous ai dit Serge Klarsfeld. Il est plutôt avocat, mais bon, voilà, il est quand même formé. Il est quand même à l'origine de tout, en fait. Globalement, on a interviewé que des historiens, mais on a interviewé 2 historiens spécialistes vraiment des débuts du CDJC, qui sont René Poznanski et Simon Perregaux, et qui connaissent extrêmement bien les débuts. Simon, il est très jeune, il n'est pas à l'origine. Hein. Non, mais il a travaillé. Très jeune, non, il connaît les origines. Il les connaît. Voilà. Donc, on les entend pas mal, mais on a aussi Jacques Fretsch qui a une formation d'historien, et puis on a interviewé des gens du mémorial, Lior Lalieu, Karen Tayeb, des gens, des noms, je pense qu'on connaît. Et là, vous êtes avec Philippe Boucara. Je crois que c'est la première fois que vous vous rencontrez. Tout à fait. Voilà. Je voudrais parler de 2 documents qui sont présentés dans le podcast. Très important. Qui sont remarquables. Le premier document, c'est Serge Klarsfeld qui raconte comment, en 1984, on venait d'extrader vers la France Klaus Barbie, et on avait besoin, pour justifier qu'on réouvre son procès, qui avait déjà eu lieu en fait par contumace après la guerre, on avait besoin de trouver un document nouveau qui justifie la réouverture du procès. Oui. Et le document nouveau, logiquement, ça devait être le téléx envoyé par Klaus Barbie pour ordonner l'arrestation des enfants de la maison d'Isieux, qui, comme vous le savez, malheureusement sont morts pratiquement tous en déportation. Bien sûr. Or, on avait des copies authentifiées de ces documents, mais on n'avait pas l'original du document. Et Serge Klarsfeld raconte comment il est allé dans les caves du mémorial. C'était avant la rénovation, avant la modernisation. Donc à l'époque, en 84, il n'y avait pas d'argent, c'était très artisanal le mémorial, et il y avait des dizaines de caisses qui n'avaient jamais été ouvertes. Et par chance pour lui, à la 2e caisse qu'il a ouverte, il est tombé sur l'original du téléx envoyé par Klaus Barbie, et donc ça a permis, sur une base très solide, de réouvrir le procès Barbie et de le faire condamner. Oui. Et l'autre document très émouvant qui est présenté dans le podcast, c'est une lettre qui a été envoyée depuis Auschwitz-Birkenau. La date exacte, c'est le 6 novembre 1944, par un juif qui faisait partie du Sonderkommando. Vous savez sans doute que c'est les juifs qu'on gardait vivants pour s'occuper des cadavres, et eux-mêmes, ils étaient voués à être assassinés plus tard. Or, ce juif-là venait de France, et en fait, on savait déjà... c'est toute une histoire très intéressante. Les nazis ont demandé à beaucoup de juifs qui arrivaient à Auschwitz d'écrire des lettres à leur famille disant
que tout allait bien, pour pouvoir ensuite les assassiner, mais induire en erreur. Or, en faisant une recherche sur ces lettres-là, qui ont été conservées après la guerre, Karen Tayeb, responsable des archives, retrouve cette lettre, et elle voit que ça a été envoyé par quelqu'un qui faisait partie du Sonderkommando, qui écrit en français à sa famille qui se trouve à Paris. Quand on regarde la date, c'est déjà après la révolte du Sonderkommando, la révolte qui a échoué, et les gens du Sonderkommando savent qu'ils vont être assassinés très vite. Effectivement, ils ont été assassinés peu de temps après, mais il écrit une très belle lettre. On voit qu'il est un immigré, que le français n'est pas sa langue maternelle, et pourtant c'est écrit dans un très beau français, et c'est un document d'une grande valeur pour la recherche historique, qui était dans une caisse mélangée avec des documents qui parlaient d'autre chose, quoi. Et donc c'était là encore, les archives nous réservent souvent des surprises. Il y a des choses qui n'avaient pas été remarquées et qui sont remarquées très longtemps après avoir été consignées dans un fonds d'archives. D'ailleurs, j'ai oublié de citer Tal Brutman parmi les historiens qu'on a interviewés, qui nous raconte justement dans son travail d'historien, c'est très intéressant de voir comment on ne cesse de découvrir des documents et qu'en fait on n'a pas fini de découvrir des archives de la Shoah malgré ce qu'on pourrait croire. C'est vrai. Et on a aujourd'hui, et ça Philippe Boukhara, vous pourrez le confirmer, on a beaucoup plus de documents qu'il y a quelques dizaines d'années, et aujourd'hui on a vraiment eu accès. Est-ce qu'il y a encore des choses selon vous à découvrir aussi? Il y a beaucoup de choses à découvrir, oui. Il y a des quantités de fonds d'archives qui n'ont jamais été consultés, et par ailleurs il y a le regard qui change, c'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à voir des choses qu'on ne voyait pas dans les mêmes documents. Donc à la fois, par exemple, aujourd'hui par exemple on s'intéresse beaucoup plus à l'histoire des femmes qu'on ne le faisait auparavant. Il y a des hypothèses, il y a des repères qui ont changé sur la responsabilité des uns et des autres. Enfin, je voulais signaler d'ailleurs une chose, c'est que oui, d'abord, quand on va le mardi après-midi au mémorial, on voit que tous les mardis après-midi, les familles sont invitées à proposer des documents nouveaux qui viennent enrichir par le bas, c'est-à-dire vus par les gens les plus humbles, par les gens anonymes. Ça enrichit la documentation du point de vue des familles qui ont été touchées, et c'est remarquable de voir donc cette accumulation de nouveaux documents qui n'émanent pas des États, des grandes administrations, qui émanent des individus, des familles touchées. Et par ailleurs, quand on va au mémorial, alors non pas le mardi après-midi, mais tous les jours, dans la salle de lecture, on voit qu'il y a des gens qui viennent faire des recherches sur leur famille parce qu'ils ne savent rien encore 80 ans après à ce qui est arrivé, de ce qui est arrivé parce à que les parents n'ont pas parlé. Et très souvent, grâce à cette documentation bien classée et informatisée, on arrive à répondre partiellement ou parfois totalement à ces demandes des familles qui se posent des questions. On arrive souvent à retrouver la trace d'un membre de leur famille quelque part dans un village français, quelque part dans un camp français. Des fois, ce sont des bonnes nouvelles, des fois de mauvaises nouvelles qui surgissent des archives 80 ans après. Philippe Boukhara, est-ce qu'il y a encore des caisses à ouvrir dans les caves du mémorial? Il y en a encore. Il faudrait même des gens qui peuvent lire d'autres langues que le français. C'est toujours précieux. Il y a un certain bénévolat de gens qui ont ces compétences-là, qui peuvent compléter le travail des salariés. Je voulais préciser d'ailleurs que jeudi prochain, il y aura une séance dans l'auditorium du mémorial à 19h30 où Renée Posnanski, qui est une des historiennes du podcast, présentera en détail les origines du CDJC. Et puis le même jour, dans un cinéma de Grenoble, aura lieu pourquoi Grenoble? Parce que c'est là qu'a été créé le CDJC. C'était la zone italienne. C'est important de le dire. Et la zone italienne était beaucoup plus tolérante que les zones allemandes et même vichysoises sous l'occupation. Et donc c'est dans la ville d'origine du CDJC que Serge Klarsfeld et Éric de Rothschild, président du mémorial, commémoreront ça avec un documentaire qui sera présenté au public grenoblois. Bien sûr. Alors, Myriam Levin, donc ce podcast, j'imagine que vous avez découvert beaucoup de choses, vous êtes toute jeune et que ça représente quelque chose dans votre évolution personnelle. Oui, bien sûr. C'est une histoire qui m'a toujours intéressée. Il se trouve que ma famille était en France, une partie de ma famille était en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des choses que je connaissais de l'intérieur. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant l'émission avec Philippe Boukhara. J'ai aussi redécouvert des choses sur ma famille. C'est toujours pareil. J'ai compris, alors peut-être que j'aurais dû le savoir avant, mais j'ai compris pourquoi elle s'était réfugiée à Grenoble. Je ne savais pas en fait que Grenoble était une zone particulièrement
particulièrement accueillante pour les Juifs à ce moment-là. Et bon, ça c'est pour la petite anecdote personnelle. Donc ça vous a parlé, vous avez compris. Oui, il y a des choses, et on se disait justement parfois on travaille on fait un métier, on travaille sur des grands sujets avec des guillemets, et finalement on s'intéresse pas forcément à nos histoires familiales et personnelles. En tout cas, on sait pas tout et on sait même peu de choses. Donc ça, voilà, c'était pour le côté personnel. Ensuite, pour le côté historique, moi, je dirais que j'ai tout appris, en fait. J'ai tout appris parce que vraiment, finalement, le mémorial de la Shoah, je fais partie de cette génération aussi qui a été très marquée par l'inauguration du mur des noms en 2005, où on m'a emmené tout de suite, etc. Et je fais aussi partie de cette génération qui a grandi dans les années 80, où c'est un moment où on a beaucoup parlé de ces sujets-là. Nos grands-parents nous ont parlé, mais en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que ça n'a pas été comme ça. Les années 80 étaient le début de quelque chose, et que toutes les décennies d'avant ont été des périodes où on en parlait assez peu, où finalement les documents étaient réservés, étaient assez confidentiels. Voilà. Donc c'était intéressant de remonter le temps et de voir comment justement on le sait que le terme Shoah n'a pas toujours été employé, mais en fait il y a toute une partie. C'est arrivé avec le film après le film de Claude Lanzmann. Donc en fait, je vous sens, comme on dit, dans les starting blocks pour continuer à transmettre. Et ma dernière question, vous avez d'autres projets dans ce domaine? Alors on espère en avoir d'autres. Il se trouve que là on a pas mal travaillé, on a travaillé avec plusieurs institutions juives cette année, mais on espère vraiment que ce podcast donnera des idées à d'autres institutions. Malheureusement, on entre dans des années très chargées en commémoration, donc il y aura peut-être d'autres choses à faire pour d'autres événements concernant les Juifs ou pas, mais nous on est toujours très partante évidemment pour raconter ces histoires et pour les transmettre aux jeunes générations qui connaissent pas autant qu'on aimerait. Voilà, bravo Myriam Levin, merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe Boucara, et bien sûr on vous retrouve au mémorial, je crois que vous y êtes souvent. Je rappelle que vous êtes historien. Voilà, merci à tous les deux et bravo pour ce podcast qu'on retrouve à partir d'aujourd'hui en ligne. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Radio J. Votre programme revient.